Venise, la ville volée à la mer. Dans la cité des Doges, le phénomène surnommé Acqua Alta est responsable d'inondations de plus en plus fréquentes entre les mois d'octobre et de mars. Il est la conséquence de plusieurs facteurs. Une marée lunaire de fort coefficient, le vent du sud qui souffle sur l'Adriatique, un phénomène climatique inaccoutumé produisant de fortes précipitations sur les terres, l'intervention de l'homme qui a fragilisé la protection naturelle de la lagune, enfin l'affaissement de la cité, imputable à des travaux et au pompage des nappes souterraines. Entre 1908 et 1990, Venise se serait enfoncée de 10 à 23 cm selon les sources. Depuis des dizaines d'années, l'amplitude des marées est de plus en plus forte, jusqu'à 2 mètres comme en 1967. Les eaux envahissent alors la totalité de la ville. Depuis, les autorités ont entrepris de nombreux travaux pour nettoyer les canaux et rehausser les quais. Parallèlement, un projet pharaonique est en cours de développement aux 3 entrées de la lagune. 78 digues flottantes mobiles installées à l'horizon de 2018 viendront bloquer ces entrées en cas de forte marée. Dans le futur, ces travaux seront-ils suffisants ? Avec le réchauffement climatique, le sirocco soufflant du sud devrait se renforcer et le niveau moyen de l'Adriatique s'élever encore. La hausse potentielle oscillerait de 10 à 90 cm. Les digues mobiles auront-elles alors toute leur utilité ? Résisteront-elles aux fortes tempêtes ? Pour répondre à ces questions, le suivi du niveau de la mer et la modélisation des phénomènes océaniques et climatiques dans l'Adriatique sont essentiels. La compréhension et l'étude de ces phénomènes contribuera au sauvetage de Venise. Dans l'océan Pacifique, les vents alizés balayent habituellement la région d'est en ouest. Les eaux chaudes de surface s'accumulent à l'ouest, avec pour effet des précipitations importantes en Indonésie. À l'est, les eaux froides remontent des profondeurs et créent au large des côtes du Pérou des conditions favorables à la pêche. Lors d'un phénomène El Niño, la puissance des alizés faiblit. Il arrive même que leur direction s'inverse. Les eaux chaudes se déplacent le long de l'équateur. Les remontées d'eau froide sont bloquées au large du Pérou. Les bancs d'anchois disparaissent et les activités de pêche sont interrompues. C'est tout l'équilibre climatique de la région qui est perturbé. El Niño se produit périodiquement. Les satellites Topex Poséidon puis Jason ont pu observer et permettre d'étudier le phénomène de 1997, ceux de plus faible amplitude de 2002, 2007, puis enfin celui de 2015 est d'une intensité comparable à celui de 1997. Les effets sur le climat de la planète ont été nombreux, sans toutefois toujours pouvoir assurer qu'ils étaient liés à El Niño, au changement climatique ou bien aux deux à la fois. 60 millions de personnes à travers le monde ont été affectées par des événements climatiques extrêmes en 2015-2016. La partie centrale et orientale de l'océan Pacifique est devenue chaude et humide. Des pluies se sont abattues sur les côtes américaines en entraînant des inondations. Mais l'effet a été moindre qu'en 1997, car l'amplitude du phénomène a été plus faible près des côtes. La région occidentale est devenue sèche. En Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette sécheresse a intensifié des feux de forêt sans atteindre le record de 1997, avec 2 millions d'hectares partis en fumée. Le recul manque encore pour analyser toutes les conséquences climatiques du phénomène et tenter de les prévoir. Le changement climatique interagit-il avec El Niño et dans quelle mesure ? Avec le réchauffement de la planète, les épisodes El Niño vont-ils se multiplier, s'intensifier ou se faire plus rares ? Dans cette longue quête pour observer, comprendre et prévoir El Niño et ses interactions avec le climat, l'océanographie opérationnelle et les satellites d'altimétrie sont indispensables. En avril 2016, le cyclone Fantala a frappé l'archipel des Farcars avec des vents dépassant 350 km/h. Le phénomène est intervenu hors saison cyclonique, avec une trajectoire exceptionnelle, inexpliquée à ce jour. Il a frappé l'archipel 3 fois avec 2 allers-retours, ce qui ne s'était jamais vu auparavant.
Et que dire au cours de la saison 2015-16 de Patricia au Mexique et de Pam dans l'archipel de Vanuatu, qui décida les spécialistes à ajouter une 6e catégorie à l'échelle qui mesure la puissance des cyclones. Avec des eaux de plus en plus chaudes, on peut s'interroger légitimement sur le futur de ces phénomènes à l'aune du réchauffement climatique. Dans ce contexte, les satellites seront de plus en plus indispensables pour observer et modéliser les cyclones. Les satellites météorologiques exercent un suivi en temps quasi réel, mais les mesures au-dessus des nuages rendent difficilement compte de la situation au niveau de la mer. SMOS, qui mesure le rayonnement émis par la Terre en bande L, a démontré sa capacité à mesurer les vents à la surface. C'est essentiel pour améliorer les prédictions d'intensification des cyclones, point faible actuel des modèles des centres opérationnels. Enfin, les satellites altimétriques aident à la prévision de la houle cyclonique utile pour la sécurité des marins et des populations près des côtes, même à plusieurs centaines de kilomètres du cyclone. Les vagues, qui peuvent dépasser 10 mètres, sont mesurées par altimétrie lorsque le satellite survole la zone affectée. Les mesures sont alors assimilées en temps quasi réel dans des modèles de prévision comme celui de Météo France. Mais l'utilisation de l'altimétrie ne se limite pas à la mesure de la hauteur des vagues. Les anomalies de hauteur permettent d'identifier les zones d'eau chaude où les tempêtes s'intensifient. Par exemple, les relevés Jason montrent que la trajectoire du cyclone Fantala se trouve à la frontière d'une zone où la hauteur de mer était exceptionnellement élevée en avril 2016 par rapport aux années précédentes, en relation avec le phénomène El Niño. La complexité du phénomène incite à la prudence. La trajectoire d'un cyclone est déterminée par les courants atmosphériques, mais il est probable qu'il s'agissait là d'un réservoir d'énergie susceptible de maintenir et d'amplifier le cyclone Fantala. Les animaux marins font l'objet d'un suivi grâce aux techniques spatiales. Nombre de ces animaux sont équipés de balises Argos pour suivre leurs déplacements. Les informations issues de l'altimétrie sont utilisées pour comprendre le comportement des animaux et leur migration. Par exemple, les baleines à bosse dans l'hémisphère sud suivent un plan de migration spécifique, passant l'été dans les eaux tempérées de l'océan austral à la recherche de nourriture et l'hiver dans les eaux tropicales pour s'accoupler et mettre bas. Sur l'île de la Réunion, elles sont réapparues en 2008 et ont été vues jusqu'en 2014. En 2015 et 2016, elles se sont montrées très rarement et sont reparties de la zone beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Que s'est-il donc passé ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Le phénomène El Niño aurait-il entraîné une modification des courants marins ? L'impact serait minimal car les baleines à bosse s'affranchiraient des courants et des tempêtes. De plus, l'analyse des cartes issues de l'altimétrie ne montre aucune modification significative de courant. Serait-ce le réchauffement climatique couplé à El Niño ? Les océans Indien et Austral se sont réchauffés, plus particulièrement ces 2 dernières années. Cela pourrait expliquer un départ précoce des cétacés en automne pour retrouver des eaux plus froides en Antarctique. Mais le réchauffement peut entraîner aussi des conditions défavorables au développement du phytoplancton, alimentation de base du krill, petites crevettes de l'océan austral dont les baleines se nourrissent. C'est une piste intéressante. La quantité de krill diminue depuis des années 70. Outre le réchauffement, d'autres facteurs entrent en jeu. La diminution d'éléments nutritifs apportés par les courants et le brassage des eaux, ces éléments sont indispensables pour le développement du phytoplancton. La pêche au krill qui se développe sans contrôle en Antarctique. Enfin, la superficie des glaces de mer. La présence de la banquise au printemps permet au phytoplancton de se développer. Moins de banquise signifie moins de phytoplancton, donc moins de krill. Mais le satellite SARAL a montré que ces 3 dernières années, au contraire de l'Arctique, la superficie de la banquise a augmenté. Avec le réchauffement, les glaciers de l'Antarctique fondent et libèrent des grandes quantités d'eau douce. La salinité de l'eau diminue et le point de gel remonte, ce qui explique probablement cette augmentation. Cette question de l'alimentation reste néanmoins une possible cause de l'absence des baleines à bosse. La quantité de krill ayant diminué, les baleines se seraient alors déplacées vers une zone d'alimentation plus propice où, par manque d'énergie, n'auraient pas effectué un si long voyage vers l'île de la Réunion et Madagascar.
Les premiers réfugiés climatiques européens seront-ils en Camargue ? L'homme, le Rhône et la mer Méditerranée se sont toujours affrontés pour façonner ce territoire. De nombreux travaux, notamment la digue Napoléon à la fin du XIXe siècle, ont permis de gagner 150 000 hectares d'anciens marécages et de développer l'élevage et la culture. Mais depuis quelques décennies, la côte recule chaque année de 4 mètres en moyenne. L'érosion est spectaculaire. Les changements climatiques annoncent des lendemains difficiles. Ce ne sont pas les digues et les barrières naturelles actuelles qui pourront contrecarrer la montée inéluctable du niveau de la mer et la probable recrudescence des tempêtes de forte intensité. « 25% du territoire se situe actuellement au-dessous du niveau de la mer, 70% à moins d'1 mètre d'altitude. Or, selon les différents scénarios actuels, le niveau de la mer devrait augmenter de 20 à 90 cm à la fin du siècle. Quelle part de territoire sera immergée ? De plus, les terres vulnérables pourraient être submergées et salinisées même loin du littoral à cause de la succession des tempêtes qui surviendraient à un rythme soutenu comme au cours de l'hiver 2014-2015. Enfin, le Rhône devrait voir son débit encore faiblir. On estime qu'à l'horizon 2050, la baisse du débit, qui sera accompagnée d'une baisse des dépôts alluvionnaires, pourrait atteindre 30% en moyenne, 50% au cours de l'été. Face à ce constat, les satellites altimétriques seront utiles à plusieurs titres. Ils surveillent année après année la montée du niveau moyen de la mer, mais aussi les disparités régionales, notamment dans le bassin méditerranéen et sur le littoral camarguais. Le futur satellite SWOT offrira une vision bidimensionnelle à haute définition du littoral et permettra de mieux comprendre les phénomènes océaniques locaux près des côtes. Il permettra également de comprendre l'hydrologie du territoire. Il pourra surveiller régulièrement les débits des fleuves, accéder à la superficie et la hauteur des retenues d'eau et des marécages d'une superficie d'1 hectare, et fournira ainsi les variations des stocks d'eau de l'ensemble du bassin camarguais. Ce sont des contributions essentielles pour surveiller et modéliser le territoire afin de préparer un plan de sauvetage de la Camargue, rendu nécessaire par le changement climatique.